Bonjour tout le monde. Donc cette session est dédiée à la création de rapports. Donc pour la plupart d'entre vous, et comme vous le savez, une grosse release a lieu il y a 2 semaines sur Fidior. Le but de cette session sera donc de vous montrer les changements qui ont eu lieu, vous guider un petit peu à travers cette création de rapport et vous expliquer un petit peu voilà ce que vous pouvez faire en plus, que ce soit avec l'analyse de texte dans Fidior ou que ce soit avec les graphiques. Pour ceux qui ont assisté au webinar, comme vous pouvez le voir, c'est une session différente puisque l'enregistrement n'a pas fonctionné. Donc le fait de pouvoir s'enregistrer comme ça va me permettre d'aller plus loin aussi et d'aller un peu plus dans le détail des différents éléments que je voulais vous montrer à l'origine. Je vous propose donc de démarrer la session. Donc normalement vous voyez bien mon écran, je vais juste vérifier ça tout de suite, mais normalement ça devrait être bon. Parfait. Donc je vous propose de commencer avec la partie la plus évidente, qui est la partie présentation. Donc pour ceux qui utilisaient déjà les rapports précédemment, vous devez certainement le savoir, mais pour présenter des rapports, le moyen le plus efficace de le faire était d'utiliser le lien partageable. Nous avons développé un modèle de présentation qui s'aligne un petit peu avec ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui et qui représente ceci. Donc un réel mode de présentation, hein, comme vous pouvez le voir, avec un effet de défilement. Donc l'objectif, c'était évidemment de vous faciliter la vie, notamment quand vous devez afficher ces rapports, les montrer à des managers, à d'autres équipes, etc. Le but, c'était d'avoir un mode de présentation un peu plus professionnel que vous pouvez donc désormais utiliser à tout moment. Pour revenir à la partie édition, donc vous pouvez le voir également, mais certaines choses ont changé. Donc la partie édition se trouve désormais sur la partie base de votre écran, comme vous pouvez le voir juste ici. On garde un petit peu le même modèle, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter des composants sur vos pages. Vous pouvez désormais faire défiler les pages comme bon vous semble, ce qui facilite également l'édition. Vous pouvez toujours copier des pages. Donc si je duplique celle-ci, par exemple, elle va s'ajouter automatiquement à la suivante. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, globale de l'édition. En parallèle, vous pouvez désormais ajouter plus facilement et copier les composants. Donc, je vais faire une petite parenthèse pour vous montrer en même temps comment ajouter une nouvelle page. Donc, vous avez le petit bouton juste ici qui vous permet de l'ajouter à la suite de là où vous étiez juste avant. Et ce qu'on appelle un composant, ce sont les différents éléments graphiques que vous pouvez ajouter à votre page. Donc ici, vous avez plusieurs catégories. Vous avez donc les graphiques, l'analyse et le contenu. Vous pouvez donc désormais faire glisser les différents composants sur une partie de votre page. Et donc là, pour ceux qui sont déjà connaisseurs des rapports, vous savez qu'on est passé donc d'une gestion à 1 ou 2 composants par page à désormais 4 composants par page selon le composant que vous utilisez. Tout ce qui est KPI, analyse comparative, donc les graphiques et globalement les matrices de corrélation, vous pouvez les ajouter sans problème sur une petite partie de votre page qui sera donc divisée en 4. Si vous souhaitez ajouter un composant sur lequel vous ne pouvez pas ajouter une petite page, c'est donc normal, ça veut simplement dire que visuellement, nous ne vous proposons pas une version plus petite et miniature de ce composant-là. Donc ça, c'était pour la petite aparté. Vous pouvez évidemment supprimer des pages juste ici. Et si je reviens là, vous pouvez, une fois ajouté le composant, modifier la taille de ce dernier, toujours en étant basé sur les composants proposés à la base, c'est-à-dire que vous pouvez le faire de manière horizontale ou verticale. Vous pouvez les bouger, donc sur une page une fois ajoutée, en cliquant sur la petite barre, là juste au-dessus, pour pouvoir les ajouter, les modifier et pouvoir ajouter d'autres composants. Voilà, donc ça c'est sur la partie création un peu plus globale. Je vais supprimer à nouveau et je vais revenir sur ma page d'origine, juste ici. Et je vais supprimer celle-là. Ci-dessous, donc l'exemple que vous voyez, on est actuellement sur le composant KPI. Donc ici, ce qu'on va vouloir faire avec le KPI, donc si j'ouvre à nouveau la partie présentation, il s'agit donc de ce composant. Le KPI vous permet d'ajouter des KPI, comme son nom l'indique, que ce soit sous forme numérique ou sous forme de graphique. Vous pouvez donc choisir dans le paramétrage comment vous souhaitez les afficher. Et donc c'est ce qu'on a fait ici par exemple, où on a ajouté des KPI
sous forme numérique juste au-dessus, avec les graphiques correspondants juste en dessous. Ça vous permet du coup d'aller plus loin dans l'analyse et pouvoir comparer ou compléter avec des choses supplémentaires. Donc ici par exemple, ce qu'on essaye de faire, c'est avoir le KPI sur l'année en cours. Ça n'a pas été ajouté dans le titre, mais c'est bien la période de temps qui a été ajoutée. Et juste en dessous, vous pouvez afficher sous forme de graphique. Vous pouvez, sur le format graphique, donc là je vais cliquer sur le petit crayon pour pouvoir le modifier, vous pouvez changer le paramétrage. Donc là je vais faire une parenthèse pour les personnes qui regardent le recording en ayant très peu de base, on va dire, sur les rapports. Mon meilleur conseil sur la création, c'est de vraiment suivre les différentes étapes du paramètre. Si un des paramétrages est obligatoire, il le sera précisé au moment de la validation. Donc vous pouvez partir du principe que potentiellement ce n'est pas à remplir, et au moment d'appliquer, vous verrez bien si vous êtes bloqué ou non. Pourquoi j'ai ça? Parce que tous les paramètres ne sont pas à remplir, et je vous recommande pas de le remplir à chaque fois, c'est vraiment pas nécessaire. Ça l'est uniquement si dans votre analyse vous en avez besoin. Donc je vais vous donner un exemple très concret ici. Dans un premier temps, on vous demande de choisir le KPI qui sera analysé. Vous allez retrouver les formules par défaut proposées par Feedure. Donc vous allez avoir des choses un peu classiques, le NPS, le volume de feedback, le Customer Response Score, l'échelle de satisfaction qui est donc la note, soit sur 5, sur 10 selon vos sources, et le sentiment. Vous avez donc potentiellement deux KPI ici que vous ne connaissez peut-être pas. Le sentiment, c'est donc un score sur 100 que l'on analyse sur les commentaires qui sont enregistrés dans Feedure. Donc 0 étant extrêmement négatif, 100 étant extrêmement positif. Il s'agit d'une moyenne sur l'ensemble du commentaire, l'objectif étant de pouvoir traquer dans le temps l'évolution de ce sentiment, que ce soit sur un segment donné, sur une thématique, etc. Le taux de satisfaction, quant à lui, est propre à Feedure. C'est un KPI qui nous permet de calculer la satisfaction globale, puisqu'il reprend à la fois les KPI classiques que l'on a en tête, donc tout ce qui va être ci-dessous, donc le NPS, le CVS, l'échelle de satisfaction, etc., mais également le score de sentiment. Donc l'intérêt de ce KPI, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur tous les éléments qui sont liés à une source, puisque évidemment votre rapport, vous pouvez le faire multisource ou vous pouvez le faire sur une source donnée, et d'avoir donc cette vision d'ensemble dans le temps. Ici, c'est ce qu'on utilise, donc on est bien sur un pourcentage qui sera donc sur 100, et vous pouvez y ajouter plusieurs éléments. Donc dans un premier temps, vous pouvez ajouter un filtre. Ici, il n'est pas nécessaire, et ça me permet de faire une transition vers la gestion des filtres dans le rapport. Vous avez deux niveaux de filtres dans les rapports. Le premier niveau correspondra plutôt aux filtres globaux que vous voyez en haut à gauche. Ces filtres globaux, par défaut, sont appliqués à l'ensemble du rapport. Si vous créez un rapport sur une période de temps spécifique, par exemple, il sera bien plus rapide de l'ajouter ici directement plutôt que de devoir l'ajouter sur chacune des pages que vous créez. Ce sera le même principe si vous devez filtrer sur un attribut ou sur d'autres éléments. Maintenant, ce qui est important à savoir quand même, c'est que sur chacune des slides, vous avez la possibilité de ne pas prendre en compte ce filtre global. Donc, je vous donne un exemple qui est très très courant. Quand vous faites une analyse sur une période de temps spécifique, à un moment donné dans votre rapport, vous voudrez peut-être le comparer avec l'année précédente. Dans ce cas-là, vous allez évidemment devoir exclure le filtre de temps qui est présent dans les filtres globaux pour pouvoir aller chercher la donnée de l'année précédente. Et donc dans ce cas-là, ce que vous allez simplement faire, c'est sur la page en question, ajouter, enfin décocher, vous verrez, je vous montrerai juste après, le petit bouton qui vous permet d'exclure du coup ce filtre global. Ce sera exactement le même principe si par exemple vous focalisez votre analyse sur un attribut, mais qu'à un moment donné, sur une des pages, vous souhaitez faire un comparatif avec d'autres valeurs d'attributs. Voilà, donc ça c'était pour la gestion des filtres. Je reviens donc à la partie paramétrage, et donc ça me permet de faire le lien pour vous dire que c'est bien ici que vous ajoutez votre filtre complémentaire. Donc là, deux solutions. Soit ce filtre vient en complément du filtre global, peut-être parce que vous avez besoin de faire un filtre sur un attribut uniquement sur cette page. Donc dans ce cas-là, vous pouvez simplement l'ajouter.
Soit ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez chercher des données qui sont peut-être hors filtre global, et dans ce cas-là, vous pouvez ici ignorer le filtre du rapport. Là où il faut faire attention, c'est un risque à prendre, mais j'ai souvent la remontée, donc c'est pour ça que je le précise. Vous avez, à partir du moment où vous ignorez le filtre du rapport, l'ensemble des filtres globaux sont donc effacés. Là où je dis qu'il faut faire attention, c'est dans le cas où vous avez plusieurs filtres dans les filtres globaux. Donc je reprends mon exemple, vous avez potentiellement un filtre de temps, un filtre sur un attribut, etc. Si au moment d'ignorer le filtre du rapport, vous le faites pour pouvoir ignorer la période de temps, par exemple, il ne faut pas oublier que ça viendra également ignorer l'attribut que vous aviez sélectionné. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est bien ajouter à nouveau l'attribut que vous aviez ajouté juste ici. Voilà, c'est un peu de la gestion, mais une fois qu'on le sait, normalement, on s'en souvient assez bien. C'est bien de faire un rappel. Donc je vais passer à la suite des paramétrages. Vous avez ensuite donc le paramétrage du graphique. Donc pour rappel, ici vous avez le mode d'affichage, donc soit sous forme de graphique, soit sous forme de métrique. Ici vous avez les deux exemples. Sur mon graphique, je peux donc choisir à quelle période je souhaite l'avoir. Donc soit on choisit une période de temps dynamique, soit pour gagner du temps, soit parce qu'on va automatiser les rapports. Donc ça c'est important, si vous automatisez le rapport, que ce soit mensuel, hebdomadaire, etc., il faut bien choisir une période de temps dynamique pour pouvoir aller chercher des dates différentes selon le moment où le rapport sera généré. Cependant, si vous faites un rapport ponctuel sur une analyse avec des dates spécifiques, bien évidemment, vous pouvez utiliser la période de temps personnalisée sur laquelle vous allez pouvoir choisir des dates spécifiques. Donc ici, pour les connaisseurs, vous voyez normalement qu'on a un peu changé le système où vous pouvez voir sur quelle période vous pouvez étendre l'analyse. Et donc ici, vous allez devoir choisir une intervalle qui va dépendre de la période de temps sur laquelle vous avez choisi votre analyse. Donc je m'explique, si vous choisissez une analyse sur une année entière, vous ne pourrez pas avoir des intervalles par jour, puisqu'on ne peut pas afficher 365 jours sur le graphique. Donc de toute façon, pas besoin de savoir, vous aurez un message d'erreur si ça ne fonctionne pas. Donc là par exemple, ça ne fonctionnait pas sur les jours, j'ai essayé en semaine, et là on est bon. Donc je peux confirmer et enregistrer. Je ne vais pas le faire ici, je vais garder mon graphique tel quel. C'était pour les paramétrages du graphique. Vous avez ensuite la partie comparaison. Donc ici, trois possibilités. Vous pouvez soit ajouter une comparaison avec un filtre. Donc par exemple, si votre graphique de base est sur un attribut, vous pouvez le comparer avec un autre attribut. C'est un exemple. Vous pouvez également mettre une cible. Donc là, il faudra faire attention, la cible doit évidemment correspondre au KPI que vous utilisez. Donc si vous êtes sur du NPS, votre cible ne sera pas la même que si vous avez un taux de satisfaction. Donc ici par exemple, j'ai mis donc un objectif à 85. Donc ici, ça me permet de voir où je me situe par rapport à la cible sur l'ensemble de la période de temps sélectionnée. Vous avez également un comparatif et le nombre de feedbacks. Donc ça, c'était pour les KPI. Donc là, c'est un exemple. Les KPI, c'est assez simple et assez classique. Généralement, c'est utilisé en début de rapport ou quand vous voulez vraiment faire un état des lieux de votre analyse. En complément, vous allez avoir par exemple l'analyse comparative. Alors, là, on va prendre une nouvelle page. Donc, je vais recliquer là où j'étais tout à l'heure et je vais prendre l'analyse comparative. Donc, ce composant, c'est celui que vous allez utiliser pas mal de fois parce que globalement, il permet de tout analyser, tout ce qu'on a dans Figure. Donc, pour vous donner quelques exemples, vous pouvez y comparer des thèmes, vous pouvez y comparer des périodes de temps, vous pouvez y comparer beaucoup de choses, des attributs, enfin voilà, la liste est un peu infinie. Donc je vais vous montrer un exemple, ce sera plus parlant. Donc ici, je viens l'ajouter sur ma page et je l'agrandis. Donc là, vous retrouvez la même logique. Il faut dans un premier temps choisir le KPI que vous souhaitez analyser. Et ensuite, vous allez choisir ce que vous comparez. Donc ici, la comparaison va correspondre aux éléments que vous comparez. Soit ici, si vous choisissez le diagramme en barre, soit en ligne, si vous choisissez un graphique en ligne. Donc là, vous avez pas mal de choses. Toute la liste est là, donc ça vous permet de voir un petit peu ce que vous avez comme option.
Donc, comme je vous le disais, vous pouvez comparer des attributs, vous pouvez comparer des sources également. Donc, par exemple, vous pourrez comparer le NPS d'une source versus une autre, le sentiment, etc. Les éléments de feedback, c'est si vous voulez comparer, par exemple, si vous avez plusieurs échelles de satisfaction dans une enquête, vous pouvez choisir éléments de feedback et sélectionner des questions. Et dans ce cas-là, vous aurez bien une barre par question. Vous pouvez comparer des thèmes, donc ça c'est pas mal utilisé quand vous voulez, par exemple, la liste des thématiques qui ressortent le plus sur une période donnée. Et ensuite, vous retrouvez la période de temps. Je vous propose qu'on commence avec cet exemple, puisque c'est celui qui génère le plus de questions en général. Parce que c'est un peu dur de trouver où aller, donc je vous reconfirme, c'est bien dans l'analyse comparative, et ensuite, je vous conseille de sélectionner la répartition par année, même si vous voulez comparer un mois. Je vous montre pourquoi. Ici, même conseil, je vous conseille du coup de remplir étape par étape et de suivre les différentes catégories. Donc dans un premier temps, on va me demander de sélectionner les années qui sont concernées. Donc ici, je veux comparer une période de temps de 2026 avec la même période de temps de 2025. Mettre à jour. Ensuite, vous avez le paramètre du graphique. Donc ici, c'est hyper important. Plusieurs choses. Vous allez choisir, dans un premier temps, vous pouvez choisir la période que vous voulez analyser. Soit vous voulez comparer l'année entière, soit vous voulez comparer un trimestre ou un semestre. C'est ce qui sera proposé par défaut. Si vous voulez comparer vraiment une seule semaine, dans ce cas-là, il faudra choisir une autre répartition, mais on verra ça juste après. Ici, je prends le premier exemple, je veux comparer l'année en cours. En complément et l'intervalle, pourquoi je ne l'ai pas mise avant la période? Parce que souvent l'intervalle va dépendre de la période que vous sélectionnez. Ça va en lien direct avec ce que j'expliquais juste avant sur les filtres de temps. Si je veux analyser l'année en cours, par défaut, ce sera beaucoup plus simple et logique de l'analyser, soit avec une intervalle par mois, soit une intervalle par trimestre. Donc là, je vais déjà valider tel quel, vous allez comprendre. Voilà. Je vais changer mon KPI parce que le NPS n'est pas forcément le plus pratique pour vous montrer. Donc je vais prendre le taux de satisfaction que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc ici, très concrètement, avec les paramètres qu'on a ajoutés, on va venir comparer du coup l'année complète de 2025 et de 2026. On est sur de la donnée fictive, donc là vous allez voir 2026 est rempli en entier, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, imaginons que je veux plutôt une analyse par trimestre. Dans ce cas-là, je peux simplement changer l'intervalle, j'enregistre et automatiquement, je vais donc avoir les trimestres en cours. Au cas où j'anticipe la question, vous avez le premier mois de chaque trimestre qui va s'afficher, mais je vous confirme que c'est bien l'entièreté du trimestre qui est analysée. Donc là, vous pouvez passer simplement votre curseur sur donc le mois d'avril qui correspond au trimestre 2, et vous allez voir donc le volume et le taux de satisfaction. Maintenant, l'alternative, je veux faire un focus sur un trimestre. C'est là où je vais changer. Donc ici, je veux analyser le trimestre 1. 2025 toujours versus 2026. Maintenant ici, si je laisse trimestre, pour vous montrer un petit peu, je vais avoir un point, ce qui n'est pas très intéressant. Donc c'est là où je vous disais que moi je vous recommande plutôt de remplir la période d'abord et ensuite l'intervalle, puisqu'ici ce sera beaucoup plus intéressant d'analyser soit les mois, soit les semaines. Donc je vais vous montrer avec semaine par exemple. Donc là, ça veut dire on analyse toujours la même période, on est toujours sur le trimestre 1, mais plutôt que d'avoir un focus sur le trimestre, je vais avoir le détail par semaine. Voilà pour la comparaison de la période de temps. Si je prends les trimestres, on va vous demander des informations différentes. Donc ici, par exemple, mais je vais juste vérifier si ça fonctionne. Voilà, là par défaut, ce ne sera pas en graphique, et vous le voyez, vous êtes restreint ici, on est bien sur une analyse en barre. Donc au final, ce qu'on va analyser, c'est toujours les trimestres. Par contre là, on est sur un visuel un peu différent, mais vous pouvez donc avoir le détail de l'année. Ce qui vous permet d'avoir des KPI peut-être plus poussés et visuellement un peu différents. Selon les clients, on aime bien soit avoir une évolution dans le temps, soit avoir un état des lieux, ce qui permet d'avoir les informations en un clin d'œil. Je vais vous montrer un autre exemple.
qui est la comparaison des thèmes. Ça génère beaucoup de questions, donc je vais vous montrer quelques exemples. Ici, vous allez avoir le choix entre plusieurs KPI. Mais, c'est là où il faudra faire attention, il faudra bien prendre des KPI qui sont liés à l'analyse des thématiques. Donc ici, ce qu'on va vouloir analyser, ce sera soit le sentiment, puisque le sentiment, c'est l'analyse des commentaires qui sont donc tagués sur vos thèmes, le taux de satisfaction, qui viendra donc chercher le taux de satisfaction de tous les feedbacks dans lequel on a un commentaire qui sont liés aux thématiques. Attention, je vais essayer de ne pas vous perdre. Vous avez ensuite soit le volume en pourcentage. Donc, volume, j'appelle ça volume et c'est feedback, qui est donc le volume brut de commentaires que vous allez avoir rattaché à chaque thème. Et le volume pourcentage, qui pour le coup correspond au volume de commentaires liés au thème par rapport au volume de commentaires total sur la période donnée, basé sur votre filtre. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le total de commentaires, on prendra le total de commentaires liés au filtre. Donc là, l'idée, c'est de comprendre la représentation du thème dans le temps par rapport au volume total. Puisque le volume brut est très intéressant, mais ce qu'on a envie aussi d'analyser, c'est ce que ça représente par rapport au reste. Si vous avez une thématique dont le volume est plutôt figé dans le temps, mais que vous avez un volume total qui évolue, ça veut dire que votre thématique n'a pas le même poids dans votre satisfaction globale que si on avait un volume total qui était statique. Les deux sont intéressants, c'est une analyse totalement différente. En tout cas, sachez que c'est des choses que vous pouvez analyser avec la répartition par thème. Dans ce cas précis, moi je vais prendre le sentiment, parce que ça fait sens, et donc je vais vous montrer qu'en sélectionnant le sentiment, vous avez de toute façon le volume en indication. Donc ici, deux choix. Vous pouvez soit sélectionner des thématiques spécifiques, donc si vous voulez faire une analyse sur des thèmes un peu précis, dans ce cas-là, vous pouvez évidemment les sélectionner. Moi, ce qui m'intéresse généralement, c'est plutôt la sélection automatique, qui me permet, que ce soit pour un rapport ponctuel ou automatique, d'aller chercher les valeurs qui ressortent le plus par rapport au paramétrage que j'ai ajouté. Donc je vous montrerai à la fin en confirmant. Vous avez ensuite les éléments de feedback. Donc ici, c'est si vous voulez restreindre votre analyse uniquement sur certains types de questions. Alors on est toujours sur du textuel, du coup, puisqu'on est sur le sentiment. Mais par exemple, si dans votre enquête, vous avez 3 questions textuelles et que votre analyse ne doit être portée que sur l'une d'entre elles, c'est ce paramétrage qui vous permet de le faire. Donc là, vous sélectionnez simplement, par exemple ici, je vais prendre mon commentaire de l'enquête NPS. Ensuite, vous avez les paramétrages du graphique. Donc ici, on va simplement choisir, est-ce que je veux la valeur moyenne? Donc la valeur moyenne, c'est la barre que vous voyez ici, que je peux enlever du coup. Et je vais choisir comment je vais ordonner les valeurs. Est-ce que je veux le faire par KPI? Donc le KPI, c'est ce que vous avez sélectionné ici. Et décroissant. Donc là, concrètement, ça veut dire que je vais chercher les thématiques avec le sentiment le plus positif. Si je le mets en croissant, ça veut dire que je vais chercher les thématiques avec le sentiment le plus négatif. Et là, c'est une subtilité que je sais que pas mal d'entre vous ne connaissent pas. En fait, vous pouvez ordonner par volume. Donc là, c'est différent. Ça veut dire que votre analyse est toujours basée sur le sentiment, mais ça veut simplement dire que, et surtout parce que vous l'avez ici, le volume, vous pouvez l'ordonner par volume comme c'est indiqué. Donc si je valide, je vais déjà vous montrer ce que ça donne, on obtient ceci. Donc là, concrètement, comme vous pouvez le voir, j'ai des KPI qui ne sont pas dans l'ordre, puisque, encore une fois, j'ai sélectionné par volume. Par contre, j'ai bien les thématiques qui ressortent le plus avec le volume donné. J'utilise énormément ce graphique dans les rapports que je fais pour les clients, donc c'est pour ça que je vous le montre. C'est, je pense, très visuel, très facile à lire et à comprendre. Donc ici, comme vous pouvez le voir, sur chacune des thématiques, vous avez également la répartition du sentiment. Donc là, c'est hyper intéressant puisque ça vous permet de voir en un clin d'œil quelles sont les thématiques sur lesquelles j'ai plus ou moins de positifs. Et après, évidemment, si ça vous intéresse davantage de l'avoir filtré et basé sur le sentiment, vous pouvez évidemment le faire. Mais vous allez avoir ce genre de résultat la plupart du temps, soit beaucoup de vert, soit beaucoup de rouge. Je trouve à titre personnel que ça dépend du besoin, mais je trouve ça un peu moins intéressant. Et ensuite, on retrouve
le paramétrage que vous avez à chaque page quasiment, c'est-à-dire ajouter une couche de filtre supplémentaire et pouvoir ignorer le filtre global du rapport. Et enfin, et évidemment, vous pouvez également le renommer. Petit élément que je n'ai pas précisé, vous avez la possibilité d'ajouter un pied de page juste ici. Donc si je sélectionne par exemple, ce qui va vous permettre soit de générer automatiquement une annotation via l'IA, donc là c'est ce que je viens de faire, soit de pouvoir commenter vous-même. Très régulièrement, surtout quand on met en place la plateforme en interne, ou via d'autres équipes, quand on déploie globalement de nouveaux rapports, ce qui peut être pas mal, c'est d'ajouter la définition de certains KPI qui ne sont peut-être pas familiers pour ces équipes. Et donc là, ce qu'il y a à savoir, c'est que si vous ajoutez un commentaire dans le pied de page que vous enregistrez manuellement, le commentaire sera statique. Par contre, si vous avez un commentaire généré par l'IA, celui-ci, quand vous automatisez les rapports, seront mis à jour à chaque fois. Voilà pour la partie analyse comparative. Je vais faire un pas en arrière et je vais vous montrer le mode de présentation. Ce qui va me permettre de montrer plusieurs types de graphiques. Donc là, je vous ai montré vraiment les deux plus classiques qui sont utilisés dans quasiment tous les rapports. Là, je vais vous montrer un petit peu les différents résultats que vous pouvez obtenir. Donc ici, je fais une dernière aparté. Vous pouvez modifier la couverture en cliquant juste ici et changer l'image, la couleur du titre ainsi que le modèle d'affichage. Et enfin, vous pouvez donc présenter en cliquant sur le mode de présentation juste ici. Hop. Vous avez donc le nombre de pages qui va être affiché et vous pouvez quitter le plein écran avec soit votre bouton, votre touche échappe, soit directement en cliquant ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un système de présentation dynamique. Donc là, on vient de passer les deux pages sur lesquelles on a travaillé ensemble, que je ne vais pas vous représenter. Donc ça, je ne l'ai pas montré, mais c'est le même principe. La seule différence, c'est qu'au lieu de comparer des thèmes, on va comparer des valeurs d'attributs. Donc je ne l'ai pas précisé, mais on est sur un compte fictif Tesla. C'est vrai que j'aurais dû commencer par ça. Donc les données ne sont pas les bonnes données, c'est simplement pour vous montrer un compte avec voilà, de la donnée à l'intérieur et pouvoir montrer des rapports. Donc ici, ce qu'on compare, c'est les différents showrooms de Tesla en France. Et donc vous avez le KPI et le volume qui sont affichés juste ici. Et donc là, même principe, vous avez la répartition du sentiment. Donc ça, c'est ce qu'on a fait ensemble. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le tableau des scores. Donc c'est vraiment appelé comme ça dans les composants, vous pouvez le retrouver. Le tableau des scores vous permet d'avoir un tableau des scores, comme son nom l'indique, basé sur un attribut. Donc vous allez choisir l'attribut et vous allez sélectionner les... Alors les valeurs seront par défaut celles de l'attribut. Maintenant vous pouvez ajouter des filtres pour pouvoir segmenter et n'avoir que certaines valeurs qui s'affichent. Et donc ce qui est vraiment pas mal avec ce graphique-là, c'est que vous pouvez choisir les formules que vous ajoutez. Donc plutôt que d'être restreint à volume, échelle de satisfaction ou à un KPI, ici vous pouvez ajouter plusieurs KPI. Donc là c'est hyper intéressant, vous pouvez croiser des données. Donc là attention, je vais vous expliquer un truc qui est un petit peu plus technique, qu'on n'a pas présenté d'ailleurs dans le webinaire live, mais qui peut être hyper intéressant. Nous avons ajouté un système de référentiel dans Feedure. Je ne sais pas si vous étiez au courant ou pas. Certains d'entre vous n'auront aucune utilité avec cette feature, mais pourquoi j'en parle? Vous avez aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, plusieurs sources à l'intérieur de la plateforme. Sur ces sources, vous savez que vous avez potentiellement des attributs différents, mais qui parfois représentent la même chose. Je m'explique. J'ai des clients pour lesquels, notamment dans les fiches Google, je vais avoir des agences. Pour la source Google, je vais avoir un certain nom pour chaque page, ce qu'on appelle aujourd'hui ces properties dans la plupart des comptes. Je vais avoir le nom des pages Google qui vont être enregistrées, mais qui correspondent en réalité à des agences. Souvent, on va avoir des enquêtes qui sont faites plutôt en interne, donc des enquêtes NPS, etc., sur lesquelles on a également la notion d'attribut et d'agence, mais qui sont donc deux attributs différents, potentiellement avec des valeurs qui ne sont pas dites de la même manière, mais qui correspondent en réalité aux mêmes agences. Comment je fais quand je me retrouve dans cette situation? Certains d'entre vous ont déjà des feedbacks qui sont enrichis de manière automatique, peut-être parce que c'est une base de données qui évolue très rapidement, qui est assez importante avec beaucoup de valeurs.
Donc dans ce cas-là, c'est certainement déjà en place. Par contre, pour certains d'entre vous, c'est pas forcément le cas. Donc si vous êtes dans cette situation, alors déjà, je vous conseille d'en parler avec votre CSM pour trouver une solution. Potentiellement, il pourra aussi vous aider. Mais là, je vais vous présenter du coup une de ces solutions qui peut vous servir, notamment quand on est sur un nombre de valeurs qui reste assez gérable. Donc si dans mon cas précis, j'ai une dizaine d'agences, je peux très bien utiliser la solution que je vais vous montrer. Donc comment je vais faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce référentiel. Donc là, je vais vous montrer une autre page. Euh, donc je suis là toujours sur la même page. Et je vais aller dans référentiel juste ici. Avant de créer un référentiel, donc des données d'enrichissement, je vais vous expliquer rapidement ce qu'on va faire. Donc là, globalement, ce qu'on va faire, c'est que comme on a deux attributs, ce que je veux, c'est me retrouver avec un seul attribut à la fin qui correspond aux agences, mais qui du coup vont être mappés avec les agences, enfin, les noms d'agences de chacune des sources. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas forcément... En fait, il y a deux solutions. Soit vous créez un troisième attribut, qui sera du coup l'attribut central. Ça peut être utile notamment quand vous avez dans les deux premières sources des valeurs d'attributs qui ne sont pas propres. Donc dans ce cas-là, on peut créer un nouvel attribut. Donc là, pour ceux qui savent, vous pouvez aller dans Attributs, vous créez un attribut juste ici, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, là ça n'aura aucune incidence. Vous le créez, et une fois qu'il est créé, vous pourrez ouvrir la petite flèche juste ici, et il faudra bien créer les valeurs à l'avance. Donc là, ce que j'appelle valeurs, ce sera du coup les noms d'agences définitives que vous voulez dans vos rapports. Donc j'ajoute une valeur, je l'enregistre, et donc là on est bon. Donc ça c'est dans le cas où je veux créer un troisième attribut. Maintenant, dans certains cas, vous avez déjà un des deux attributs qui va être considéré comme propre. Souvent, ce sera celui qui est utilisé dans l'enquête interne. La plupart du temps, les fiches Google, les noms de fiches Google sont un peu spécifiques à Google, donc c'est pas forcément ce qu'on veut utiliser pour avoir une valeur universelle. Donc ce que vous allez faire dans ce cas-là, c'est dans votre référentiel, donc je vais me diriger vers la page, référentiel juste ici, ajouter un référentiel, test. Vous allez sélectionner l'attribut que vous voulez aller chercher, donc ça c'est soit le nouvel attribut, soit l'attribut qu'on veut utiliser de manière définitive, donc city par exemple, et l'attribut du modèle. Une fois que c'est fait, donc je crée, là j'ai pas créé le bon truc, donc c'est pas très grave, vous allez pouvoir modifier les correspondances. Et donc là ici, ce qu'on veut faire tout simplement, c'est ajouter sur la valeur de départ, donc celle qu'on vient enrichir, la valeur d'enrichissement. Donc normalement, si tout a bien été créé, vous vous retrouvez dans cette colonne avec la valeur définitive qui sera utilisée. Donc soit celle du troisième attribut, dont on vient de parler, soit l'attribut qui était déjà existant mais qu'on veut utiliser de manière universelle. Et donc c'est bien cette colonne-là. Donc là, vous allez chercher simplement la bonne valeur. Donc là, pour le coup, j'ai inversé, donc je me suis trompée. Mais du coup, c'est ça, normalement, qu'on va utiliser dans les rapports. Et donc, pourquoi j'en parle ici alors qu'on parle des rapports? Tout simplement parce que, avec les tableaux des scores, si on a deux attributs, ça veut dire que je ne peux pas avoir un tableau où je vais avoir, par exemple, ma note Google et à la fois ma note NPS du rapport. C'est simplement pas possible puisqu'on a deux valeurs d'attributs qui viennent de deux attributs différents. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est simplement fusionner les deux, entre guillemets, les deux sources, via une même valeur. Donc on est venu mapper les deux. On vient dire cette agence venant de Google correspond à cette agence venant du NPS. Et donc dans mon tableau que je suis en train de montrer juste ici, je vois donc bien des valeurs communes et je peux donc ajouter des formules qui viennent de deux sources différentes, chose que je n'aurais pas pu faire en temps normal. Donc là, j'espère que je vous ai pas perdu. N'hésitez surtout pas à demander de l'aide à votre CSM, on est vraiment là pour ça. Mais globalement, ce que vous pouvez faire et que j'ai pas pu faire ici à l'avance, mais c'est donc ajouter dans vos colonnes, qui correspondent donc aux formules, des formules personnalisées à chaque source. Donc là, pareil, je pense qu'il faut qu'on vous aide peut-être pour la première fois si vous n'avez pas connaissance. Sinon, il faut simplement aller dans l'outil de création de formule et créer une formule qui sera basée sur la source en question. Donc ici, je peux avoir, par exemple, la formule note Google, la formule NPS, le volume NPS, le volume Google sur le même tableau. Donc voilà pourquoi je vous parle du référentiel. C'est un des use cases, en tout cas, dans lequel ce sera utile.
Maintenant que l'aparté est terminé, ici vous voyez également certains paramétrages. Je ne vais pas m'y attarder parce que c'est assez évident, il suffit de suivre un petit peu les indications. Mais globalement, vous pouvez donc modifier les limites de valeurs. Donc si vous voulez afficher 50 valeurs, il suffit d'en mettre 50. Simplement, on créera plusieurs pages. Donc là, j'en ai pas plus que ça, donc ça ne va pas s'afficher. Un filtre comme toujours, et ensuite le titre. Et ici, pour info, vous pouvez aussi modifier le minimum de feedback. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une valeur sur laquelle vous en avez 2 et que vous avez mis un minimum à 5, la valeur ne s'affichera pas dans le tableau. Et enfin, très important, vous pouvez choisir le KPI utilisé pour classer tout simplement les valeurs. Donc, est-ce que je veux me baser sur le feedback, plutôt sur la note, le NPS, etc. Et après, on a d'autres éléments, mais là, je pars vraiment dans du technique, donc je vais m'arrêter ici pour le tableau des scores. Ensuite, on va avoir la carte, qui est du coup une nouveauté de ces dernières semaines. Enfin, ça fait quelques semaines maintenant qu'on l'a. Comment ça fonctionne? Donc déjà, quel est l'intérêt, avant toute chose? Donc l'intérêt de cette carte, c'est vraiment d'avoir une vision géographique de votre satisfaction. Donc on reprend l'exemple des agences, ça peut être très utile dans ce cas-là, puisqu'on aura potentiellement des agences un peu dispersées en France. C'est un premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, ce serait par exemple de l'utiliser en se basant sur les répondants. Donc si parmi vos répondants, vous avez une notion géographique, par exemple la commune d'origine, ce genre de choses, la commune, la région, etc., vous pouvez très bien utiliser cette carte pour avoir une représentation de la satisfaction de vos répondants. La condition pour utiliser cette carte, c'est évidemment d'avoir un attribut dans lequel on a des valeurs géographiques qui ont du sens. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'encore une fois, si on parle de région, il faut que ce soit des noms de régions universels. Si vous avez une faute dans la valeur, ça n'aura pas d'incidence. Par contre, si c'est des régions personnalisées selon votre entreprise, dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas toujours. Donc, ce qu'il faut simplement faire, c'est aller dans votre page d'attributs. Donc, je change simplement. Donc, et je vais vous montrer juste ici, vous avez la notion d'attribut. Vous allez aller chercher votre attribut qui correspond bien à la donnée géographique en question. Cliquez sur les 3 petits points, éditer, et là, bien vérifier, donc c'est peut-être déjà le cas, sinon ajouter le type géographique et enregistrer. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez donc sélectionner juste ici l'attribut en question. Ça viendra chercher automatiquement les valeurs, mais vous pouvez limiter le nombre de valeurs utilisées. Et ensuite, un peu dans la même logique que ce qu'on a déjà montré, vous pouvez soit les sélectionner manuellement si vous voulez faire un focus, soit avoir une sélection automatique. Enfin, vous avez donc l'emplacement par défaut. Alors, je vais essayer, voilà. Ça va être le focus, le point central, on va dire, de votre carte. Donc, si vous voulez le baser sur la France, dans ce cas-là, vous pouvez mettre, alors World par défaut, je pense que ce sera le cas, mais sinon, vous pouvez mettre Paris, par exemple. Évidemment, si c'est les États-Unis, vous pouvez mettre une ville aux États-Unis. Ou vous pouvez mettre simplement les États-Unis, ça fonctionne aussi. Vous avez ensuite le niveau de zoom. Donc là, je suis à 7, ce qui veut dire que je zoome pas mal sur la carte. Si je veux dézoomer au maximum, avoir quelque chose un peu plus mondial, je peux mettre un niveau de zoom à 2, par exemple, et dans ce cas-là, ça vous permet de dézoomer. Si je reviens à 7, hop, la lecture de cette carte, évidemment, c'est d'avoir un top basé sur la localisation, donc que vous avez juste ici, mais surtout d'avoir une vision d'ensemble sur la satisfaction, puisque les petits points que vous voyez ici seront de couleurs différentes selon la satisfaction moyenne. Donc je ne l'ai pas précisé, mais par défaut, c'est bien basé sur le taux de satisfaction. Et donc ici, si c'est vert, on est sur un taux de satisfaction positif. Je pense que c'est au-dessus de 75. Si c'est jaune, ça veut dire que c'est moyen, et si c'est rouge, ça veut dire que c'est mauvais. Et donc ça vous permet en un clin d'œil d'avoir cette vision et cette analyse géographique. Ça, c'était pour la carte. Vous avez ensuite les tableaux des thèmes. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, un peu plus au début, je vous ai montré sur l'analyse comparative la liste des thématiques qui ressortent sur une période donnée, etc., sous forme de barres. Ce graphique fait à peu près la même chose, mais est visuellement différent. Donc selon les clients, vous allez avoir un intérêt selon l'un ou l'autre. L'avantage de celui-ci, c'est que vous avez un bouton qui vous permet d'être redirigé directement vers la liste de feedback en question. Enfin, de commentaires plutôt, puisqu'on est sur des thèmes.
Vous avez également la répartition par sentiment et le total. Vous allez ensuite avoir ce qu'on appelle les insights. Donc, les insights que vous voyez ici fonctionnent exactement de la même manière que ceux que vous avez peut-être déjà sur vos dashboards, puisque vous pouvez les ajouter désormais sur les dashboards, mais aussi que vous avez sur vos thèmes ou vos segments dans l'analyse de texte. L'intérêt de ces insights, évidemment, c'est de prendre une base de verbatim basée sur vos filtres et de vous dire quels sont les insights qui ressortent, positives et négatives, donc soit sur le global, soit sur un segment. Donc là, si on regarde un petit peu la partie paramétrage, vous pouvez choisir le focus, donc soit sur tout, donc sans limitation, soit sur un segment. Donc là, on reprend la notion de segment de l'analyse de texte, soit sur un thème. Donc ça vous permet de faire un effet entonnoir selon l'analyse que vous voulez en faire. Vous pouvez également focaliser le sentiment. Donc si vous voulez avoir 2 pages séparées pour avoir le positif d'un côté et le négatif de l'autre, c'est totalement possible. Par défaut, vous aurez les deux à disposition, mais du coup, ça vous donne une vision d'ensemble sur le sentiment. Donc là, par exemple, on n'a que du positif en premier, car c'est le positif qui ressort de toute façon. Et vous avez toujours l'onglet négatif à disposition si vous voulez faire un focus. Petite nouveauté, vous avez désormais la possibilité d'ajouter le SWOT pour ceux qui sont familiers avec cette notion-là dans les rapports directement. Donc si j'ouvre à nouveau la partie composants, vous avez juste ici la partie SWOT. C'est une première version, ça vient d'être mis en prod, donc si vous avez des suggestions d'amélioration ou en tout cas si vous voyez des choses qui ne fonctionnent pas bien, n'hésitez surtout pas à faire le retour. C'est hyper important. Et donc ici, vous allez cliquer et pouvoir automatiquement choisir dans la même lignée que les insights. Ça fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire le focus, donc pareil, segment thème, et ensuite ajouter soit un filtre et le renommer. Comme vous pouvez le voir, on a une petite amélioration à apporter sur l'aspect visuel, mais vous avez compris l'idée. L'objectif, évidemment, c'est d'avoir cette vision très très rapide de ce qui fonctionne moins bien, des opportunités, des menaces, chose qu'on a de manière plus factuelle sur les autres éléments d'analyse de texte des rapports, et qui vous permet, pour certaines équipes ou pour le codex par exemple, le COMEX, avoir quelque chose de très, très factuel et très segmenté, ce qui en donne une lecture simple. Et vous avez ensuite les plans d'action. Donc je pense que la plupart d'entre vous aujourd'hui sont déjà familiers avec ce qu'est un plan d'action. Donc pour rappel, les plans d'action, ils sont créés en amont des rapports juste ici dans cette feature, que vous pouvez ajouter par la suite ici. Vous avez sous vos yeux la notion d'impact financier qui est basée sur une notion de panier moyen. On en a parlé avec certains d'entre vous. Parfois c'est intéressant, parfois ça l'est moins. Ça dépend un petit peu justement de, on va dire, la cohérence de ce panier moyen. Donc voilà, là ça va un petit peu dépendre de votre besoin. Enfin, et je vais finir là-dessus, vous avez désormais, et c'est un point assez important, la possibilité de demander à feature. Donc, ce que j'appelle par demander à feature, c'est évidemment une feature. Donc, je vais retourner en arrière, je suis allée un peu vite, sur lesquelles vous pouvez y accéder en cliquant juste ici ou sur le bouton ajouter un composant. Je vais revenir sur la partie Insight. À quoi sert cette feature? Donc, l'objectif premier, évidemment, ce sera d'aller plus loin sur l'analyse. Le workflow principal, c'est de se dire que vous êtes en train de créer un rapport, vous voyez des choses qui sont hyper intéressantes et pertinentes ou des choses qui attirent votre attention. Dans ce cas-là, vous pouvez aller plus loin en utilisant demander à feature. Donc là, 2 choses. Soit vous souhaitez lui poser des questions pour avoir des informations plus précises sur ce que vous voyez. Donc si par exemple, je vois ici livraison tardive, mais je ne sais pas à quoi ça correspond, je peux lui demander de me préciser ou de résumer l'insight livraison tardive en se basant sur le filtre global. Donc vous pouvez rappeler la période de temps, etc. L'alternative, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser pour créer des pages. Donc là, ça va être utile pour toutes les personnes un peu moins familières avec la création. Vous pouvez dans ce cas-là donc soit utiliser les prompts proposés ici par défaut, donc résumer ce qui se passe sur cette page par exemple, et dans ce cas-là, il va vous résumer. Donc si on essaye, je vais juste espérer qu'il ne soit pas trop long. On va tester ensemble.
Voilà. En sachant que quand on vous propose des insights de cette manière, vous pouvez cliquer dessus et ça vous l'appliquera en tant que filtre. C'est pas ce qu'on veut ici nécessairement. Là, ce que je vous conseille pour l'instant, quand vous devez poser une question qui n'a rien à voir avec la première, c'est de fermer et rouvrir. C'est quelque chose qu'on va améliorer, mais en attendant, ça vous permet vraiment de repartir de zéro. Donc, je vais vous donner un autre exemple. Je veux... Alors là, je suis désolée parce que je pense que vous allez bien entendre mon clavier. Je veux comparer mon NPS de 2026 avec le NPS de 2025. Donc, un petit conseil. Quand vous voulez créer de nouvelles pages grâce à Feedur, ce qu'il faut simplement garder en tête, c'est qu'ils veulent se baser évidemment sur les composants qui sont disponibles. Donc, au maximum, ce que je vous conseille pour fluidifier les choses, c'est d'utiliser les mêmes termes que Feedur. Donc, si vous voulez des insights, vous pouvez lui demander je veux une nouvelle page avec les insights basés sur. Donc, soit vous voulez un filtre différent du filtre global. Dans ce cas-là, il faut le repréciser dans le prompt. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, vous pouvez simplement lui demander d'ajouter une page avec les insights sans segmentation. Et dans ce cas-là, il va vous proposer de créer la page. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous a? Hop. Bon, là, ça n'a pas bien fonctionné forcément. On va demander plutôt le taux de satisfaction. Hop, 2026, place 2025. Donc là, normalement, si ça fonctionne bien, il doit vous proposer de créer une page et vous devez confirmer. On vous demandera toujours la confirmation avant d'ajouter la page au rapport, puisque vous le savez, l'IA, ça permet de faire beaucoup de choses, mais l'objectif, c'est évidemment pas de faire le travail à votre place dans le sens où c'est vous qui avez la décision finale. Alors, les aléas du direct, normalement, il doit vous proposer d'ajouter le graphique. Voilà. Bon, normalement, il doit vous proposer plus tôt, mais ici, c'est bien parce qu'il vous propose des étapes qui correspondent à l'étape précédente à chaque fois. Donc là, vous pouvez cliquer sur intégrer ce graphique dans le rapport et dans ce cas-là, il vous l'ajoutera automatiquement. Donc là, je vais avoir la confirmation. Voilà, approuvé et vous pouvez l'ajouter directement. Mon conseil, ce sera de tester au maximum. Vous avez un système de pouce juste ici. Ça vous permet de faire des feedbacks sur les prompts utilisés et les réponses qu'on vous apporte. Si c'est positif, toujours sympa de mettre un petit pouce vert, les équipes seront contentes. Par contre, s'il y a suggestions d'amélioration, des choses qui n'ont pas bien fonctionné, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas. Vous pouvez également ajouter un commentaire, ce qui nous permet de comprendre aussi le contexte important, pourquoi ça n'a pas été. Est-ce que les données étaient fausses? Est-ce que ça n'a pas pris en compte les bons filtres? Ou est-ce que c'était complètement à côté de la plaque? On a besoin d'avoir cette information. Mais sachez que c'est transmis directement à l'équipe produit et qu'on le prend vraiment en considération pour améliorer justement cette analyse et cette feature demandée à Feature. Donc voilà, ici vous voyez, j'ai bien ma page qui s'est ajoutée et j'ai bien mon comparatif. Donc ce qu'il faut bien penser, pour conclure un petit peu là-dessus, c'est de bien utiliser au maximum en tout cas les termes proposés par Feature et les composants si vous les avez en tête. Donc vous avez la notion de tableau de score, insight, etc. Et surtout, quand vous voulez comparer, utiliser des valeurs d'attributs par exemple, pensez également qu'il faut bien utiliser ce qu'il y a dans Feature. Je vous donne un exemple, si on reprend le point des agences de tout à l'heure. Si vous avez plusieurs agences dans la même ville, pensez à bien lui préciser. Si sur Google, par exemple, c'est un nom d'agence, dans ce cas-là, il faut le même nom. Si c'est plutôt la ville ou, je sais pas, le quartier qui est précisé, je pense que vous avez compris, globalement, il faut utiliser cette même notion pour qu'il puisse bien récupérer les bonnes informations. Dernière info très rapidement, quand vous êtes en train de demander à Feature, si à un moment donné il vous sort des informations très pertinentes que vous voulez ajouter au rapport, vous pouvez ajouter une page ou une partie de composant à vous de voir et vous avez un système de notes juste ici que vous pouvez en plus ajouter sur uniquement un bout de votre page. Ça vous permet du coup de copier-coller directement ce que Feature vous a donné comme information pour ne pas les perdre, puisqu'on sait que c'est un sujet et que parfois ça peut vous permettre surtout d'ajouter soit des commentaires ou des informations complémentaires sur ce que vous avez déjà intégré dans le rapport.
Et je vais conclure là-dessus. Ça fait déjà pas mal d'informations. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à contacter nos équipes. Donc, nous avons l'équipe support@fissure.com, plutôt pour les sujets produits ou techniques. Mais quand vous avez des remontées, des bugs, etc., n'hésitez surtout pas à commenter en mettant votre CSM en copie. Et si vous avez plutôt des questions ou besoin de conseils sur la partie création des rapports, dans ce cas-là, n'hésitez pas à contacter votre CSM qui pourra vous guider lors d'un point si besoin. Je vous remercie à tous pour votre attention et puis on reste à disposition si besoin. Bonne journée.